Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Situation épidémiologique. Chapitre 1. La politique nationale de santé au Niger. Au lendemain de l'accession du Niger à l'indépendance nationale le 3 août 1960, les premières autorités eurent pour préoccupation de marquer une véritable rupture avec l'ordre ancien. Elles décidèrent alors d'instaurer la gratuité totale d'un certain nombre de services sociaux au nombre desquels la santé. La situation économique du pays le permettait. Les exportations d'arachides alimentaient le budget national et permettaient à l'État-providence de fonctionner sans grande difficulté. Claude Reynaud, 1990 en convient en ces termes. La production et la commercialisation de l'arachide animaient la vie économique et sociale du pays. C'est essentiellement à partir de cette ressource qu'était approvisionné le budget, financé les investissements et que l'on payait les fonctionnaires. Trois moyens principaux permettaient de prélever la part publique de la rente arachidière. Les taxes, l'écart entre le prix d'achat payé aux producteurs et le prix de vente à l'extérieur, les impôts directs. Pendant toute cette période, les mécanismes d'accumulation nécessaires à l'édification de l'État ont donc abondamment puisé dans le secteur de l'arachide. La politique de la gratuité des soins s'était poursuivie dans le pays malgré la chute vertigineuse des exportations agricoles après la première grande sécheresse de 1973. Entre-temps, le pays avait commencé à tirer profit de la mise en exploitation de son uranium. L'évolution du marché mondial s'y prêtait, et un accord avec la France garantissait un prix plancher rémunérateur pour l'uranium nigérien. Les Nigériens pouvaient alors continuer à venir gratuitement en consultation dans les structures sanitaires. Ils pouvaient même y trouver les médicaments nécessaires pour les soins prescrits par les médecins. Mais à partir de 1980, le pays entre dans une conjoncture défavorable. Les aléas climatiques réduisent l'apport du secteur agricole sur les recettes publiques, alors que le cours de l'uranium se détériore sur le marché international. L'État nigérien se trouve dès 1982 contraint d'engager un vaste plan de stabilisation des dépenses publiques. Ce plan fut dès 1985 formalisé par un programme d'ajustement structurel, PA, signé avec la Banque mondiale. Il consacre la fin totale de la gratuité des soins pour les populations nigériennes. Celles-ci ne furent guère préparées à ce passage d'une politique de soins gratuits à une politique de soins payants. Aucune campagne d'explication des autorités n'avait précédé la mesure. Elle fut du reste présentée comme un diktat de la Banque mondiale par le régime au pouvoir qui cherchait ainsi à se dédouaner. La fin de la gratuité des soins eut pour première conséquence d'éloigner les Nigériens des institutions sanitaires dans les villes comme dans les campagnes. Les populations ne sont pas habituées à dépenser pour leur santé, même lorsqu'elles en ont les moyens. La seconde conséquence de l'abandon des soins gratuits fut l'avènement d'une forte corruption dans le secteur de la santé. La décision de rendre les prestations sanitaires payantes fut accompagnée par la création des perceptions à l'entrée de chaque importante structure. Le patient s'acquittait au préalable des frais de consultation, avant d'être reçu par un médecin. Les actes hospitaliers étaient ensuite aussi facturés lorsque l'état du malade les imposait. Il s'était très vite développé un système parallèle mis en place par une partie du personnel soignant, qui percevait à la place du trésor public le paiement des prestations assurées aux usagers de la santé. Le système avait d'autant plus de chances de perdurer que le personnel impliqué proposait aux patients, qui y trouvaient leur compte, des tarifs arrangés, nettement en dessous des prix officiels. En vérité, il existe toujours, une formule qui permet au personnel soignant de disposer légalement pour son usage d'une partie importante des recettes perçues dans les structures de santé. En effet, la pratique instituée depuis de très longues années veut que 40% des recettes des perceptions des hôpitaux soient reparties sous forme de ristourne entre le personnel soignant, le reste étant à reverser au trésor public. Les organisations syndicales du secteur ont organisé des grèves à chaque fois que les pouvoirs publics ont tenté de remettre en cause l'existence des avantages acquis par le personnel à travers ces ristournes. La découverte du premier cas du sida
est donc intervenue en 1987 dans un contexte de crise de confiance entre les institutions de santé et les populations nigériennes qui s'en étaient quelque peu éloignées dès l'instauration d'une politique de soins payants. Cette découverte est également intervenue au moment où le pays a opté pour une politique de santé essentiellement organisée autour de l'aide extérieure. Des financements du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont permis de lancer des programmes élargis de vaccination, PEV, destinés à garantir une médecine préventive aux enfants. Leur mère étant, quant à elle, prise en charge à travers l'aide fournie par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. L'institution onusienne a permis le démarrage dans le pays d'un programme de santé de la reproduction. Il associe suivi des femmes enceintes, espacement des naissances, distribution gratuite des préservatifs. L'aide extérieure bilatérale a aussi été mise à contribution par les différents régimes nigériens pour financer la santé publique. La coopération belge a ainsi permis de construire des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de district et des maternités. La coopération cubaine a pour sa part fourni au pays une trentaine de spécialistes. La Chine a fait autant en mettant à la disposition du Niger des chirurgiens qui exercent dans les 3 principales villes du pays, Niamey, Zinder et Maradi. La découverte du premier cas de sida était enfin intervenue alors que le pays n'avait pas de véritable stratégie d'éducation à la santé. Il s'agit d'un aspect essentiel de la biomédecine que l'OMS définit en ces termes. L'éducation pour la santé est une composante des soins de santé qui vise à encourager l'adoption des comportements favorables à la santé. Elle aide les individus à élucider leur propre comportement et à voir comment ce comportement influence leur état de santé, en les encourageant à faire leurs propres choix pour une vie plus saine sans aucunement les forcer. En réponse à cette recommandation, le ministère nigérien de la Santé a créé en 1990 une division d'Education pour la santé, Cette nouvelle structure a été installée dans des locaux annexes au centre de la capitale nigérienne. Elle n'a jamais bénéficié de moyens financiers et du personnel à la hauteur de sa mission. 1.1 Le poids des militaires dans la gestion de la santé. Le ministère de la Santé publique a toujours été considéré au Niger comme un département si stratégique qu'il a rarement été confié aux technocrates. Lorsqu'elle s'empara du pouvoir en avril 1974, en renversant le régime civil, l'armée a placé le capitaine Moussa Salah, l'un de ses officiers, à la tête du département de la santé. Il fut remplacé par le capitaine Boulama Manga, avant de revenir à nouveau à la tête de ce ministère de 1976 à 1978. Après le bref passage d'un civil, le docteur Yahya Tunkara, les militaires reviennent à nouveau à la tête du département de la santé. Ainsi le capitaine Amadou Seyni fut ministre de la Santé publique de 1980 à 1982, avant de laisser son fauteuil au chef de bataillon Adamou Moumouni Djemakoy. En 1987, lorsqu'on découvre le premier cas de sida, le ministère de la Santé était alors dirigé par un autre militaire, le chef de bataillon Ibrahim Maïna Zarabaré. Peu de publicisation avait alors été faite par le gouvernement et par les professionnels de la santé, qui étaient alors sous surveillance étroite du politique. Pendant les 4 années, 1987 à 1991, qui ont suivi la découverte du sida au Niger, le département de la santé était toujours resté aux mains des militaires peu enthousiastes à toute idée de publicisation sur le sujet. L'arrivée au ministère de la Santé du lieutenant-colonel et médecin Ousmane Gazéré, après le passage du chef de bataillon Ibrahim Maïna Zarabaré et du capitaine Oumara Maï Manga, n'avait pas changé l'approche militaire de la gestion de la maladie. Quand en 1991 les militaires quittent, du moins officiellement, la scène politique, les civils qui leur succèdent sont d'abord préoccupés par leur carrière politique et par la préparation des futures échéances électorales. Le sida n'était alors toujours pas sur l'agenda politique. L'instabilité à la tête du ministère de la Santé s'ajoute ainsi à la donne électorale. Entre 1987 et 2004, le Niger a connu 16 ministres de la Santé publique, soit une moyenne d'un ministre par an. Ce roulement accéléré influe forcément sur la politique de santé,
le nouveau ministre prenant le temps de nommer ses fidèles aux principaux postes de l'administration centrale. Il préfère très généralement mettre en place de nouveaux programmes et définir de nouvelles stratégies, plutôt que de continuer dans la voie tracée par son prédécesseur. 1.1.1 Au niveau des institutions sanitaires. Le poids des militaires dans la gestion de la santé au Niger s'est également illustré à travers leur présence souvent continue, à la tête des principales institutions sanitaires du pays. C'est le cas particulièrement de l'hôpital national de Niamey, HNN. Institution hospitalière héritée de la colonisation française, l'hôpital national de Niamey a le statut juridique d'établissement public à caractère administratif. Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son directeur est nommé par décret présidentiel pris en Conseil des ministres. Le pouvoir politique nigérien a eu tendance à confier la gestion de cet hôpital à des officiers supérieurs de l'armée. Entre 1997 et 2000, 4 militaires nigériens se sont succédés à la tête de l'hôpital national de Niamey. Il s'agit de Tableau 1, directeur militaire de l'hôpital national de Niamey entre 1987 et 2000. Le profil de ces 4 différents directeurs traduit très clairement la volonté du pouvoir de s'assurer le contrôle de l'établissement. D'une part, le directeur militaire a sur le plan interne le mandat implicite de surveiller la vie quotidienne de l'hôpital. Sa formation militaire le rend plus porté à avoir une réelle autorité sur les services. Elle le rend également plus disposé à respecter entièrement les liens hiérarchiques avec le ministère de la Santé publique. Pour le pouvoir politique, le directeur militaire présente d'autre part le profil idéal pour assurer le contrôle des rapports entre l'hôpital et le monde extérieur. Il veille ainsi à la stricte interdiction de pénétrer dans l'hôpital pendant les heures de service, sauf pour une consultation ou un rendez-vous avec un médecin. Celui-ci doit au préalable en informer les gendarmes affectés à la surveillance de l'établissement. Cette stratégie a permis de faire de l'hôpital national une institution sanitaire qui n'échappe pas au contrôle du gouvernement nigérien. Le résultat a été d'autant plus satisfaisant pour le pouvoir qu'il a confié la direction de la maternité centrale de Niamey à un militaire lors de sa création en 1996. L'ordonnance numéro 96A69 du 28 novembre 1996 précise pourtant en son article 2 alinéa 3 que la maternité centrale doit servir de cadre à la formation et à la recherche en matière de gynéco-obstétrique et néonatologie. Au regard de la mission de formation et de recherche, le meilleur profil pour diriger un tel établissement aurait sans doute été un médecin hospitalo-universitaire ou à défaut un gynécologue. Le pouvoir porte sa préférence sur le lieutenant-colonel Ousmane Mamoudou, gynécologue et militaire en même temps. L'enjeu est ici de s'assurer le contrôle de l'établissement. L'article 3 de la même ordonnance traduit explicitement cette volonté en précisant « La maternité centrale de Niamey est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique. » Une institution comme la maternité centrale tient une place essentielle dans le contrôle de l'information sur le VIH-Sida. Car c'est principalement à partir des consultations prénatales qu'est déterminé le taux de prévalence du sida dans le pays. Qu'il soit présent dans la gestion de la santé à un niveau politique, ministre ou technique, directeur d'établissement, le militaire nigérien continue d'être entièrement soumis à sa hiérarchie d'origine. Sa carrière et ses rémunérations dépendent non pas du ministère de la Santé, mais de celui de la Défense nationale. Il ne peut contester les orientations données par le pouvoir politique qui décide de son avancement dans le grade, tout comme de sa promotion à un quelconque poste de responsabilité. 1.2 L'offre nationale de soins. L'offre de soins regroupe les infrastructures sanitaires modernes nigériennes et le personnel chargé de les animer. Le Niger compte 3 hôpitaux nationaux dont 2 situés à Niamey, la capitale. Le 3e étant à Zinder, la 2e ville du pays, distante d'environ 900 km. Il existe des hôpitaux régionaux dans 5 des 8 régions du pays, Agadez, Difa, Dosso, Maradi et Tawa. Les cas difficiles constatés dans les autres établissements sanitaires de la région sont orientés vers l'hôpital régional. Depuis quelques années,
Le Niger a développé avec l'appui de la coopération belge un programme d'ouverture d'hôpitaux de district. On désigne ainsi une infrastructure sanitaire à l'échelle d'un arrondissement ou d'une commune urbaine, capable d'assurer des hospitalisations et des interventions chirurgicales mais qui ne peut pas offrir toute la gamme de services d'un hôpital de plein exercice. La compétence de l'hôpital de district est donc limitée territorialement et cliniquement. Dans la plupart des cas, ce type d'hôpital compte 1 ou 2 médecins, l'un d'eux assurant sa direction. La carte sanitaire comprend également 73 maternités et 54 centres de protection maternelle et infantile, PMI. On retrouve à un degré inférieur 350 centres de santé intégrés dont la mission est d'assurer des soins primaires et d'effectuer sur place des observations médicales pour des cas relativement peu délicats. La construction des infrastructures sanitaires a connu un nouvel élan en 2003 grâce à l'accès du Niger à l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, lancée par la Banque mondiale en 1996 à Lyon, France. Le PPTE a permis au gouvernement nigérien d'utiliser une partie de l'argent normalement affecté au remboursement de la dette multilatérale, à la construction des cases de santé. Plus de 500 villages nigériens ont ainsi pu être dotés d'une case de santé, dont la surface équivaut à celle d'un studio. Les populations ne peuvent y recevoir que des soins véritablement primaires. Quelle que soit leur localisation, ville ou campagne, les institutions sanitaires nigériennes sont confrontées aux problèmes d'entretien et surtout de pression humaine. Comme ailleurs en Afrique, chaque malade nigérien qui entre à l'hôpital amène avec lui 2 ou 3 membres de sa famille. Ces personnes que l'on appelle accompagnants dorment sur les lieux d'hospitalisation et utilisent tous les services normalement prévus pour les seuls malades. Une infrastructure prévue pour prendre en charge 200 malades se retrouve sous la pression de 600 personnes, 200 malades et 400 accompagnants. Bien qu'elle participe à la dégradation accélérée des institutions sanitaires, la pratique est tolérée par les autorités sanitaires. Elles savent que les accompagnants suppléent les carences des institutions sanitaires. Les accompagnants aident le malade à prendre ses médicaments. Ils les accompagnent dans les actes de la vie quotidienne, toilette, alimentation, etc. Les accompagnants servent surtout de lien entre le malade et l'extérieur. Car, les hôpitaux ne disposaient pas de services téléphoniques pour les patients. La communication du malade avec son entourage est donc assurée par les accompagnants. L'entretien n'est pourtant pas le problème le plus délicat lorsqu'on évoque les infrastructures sanitaires au Niger. Il vient loin derrière leur mauvaise répartition dans l'espace national. Les villes sont nettement favorisées par rapport aux campagnes dans l'implantation des centres de santé et dans l'accès aux médicaments. Claude Reynaud, 1987, parlant justement du cas du Niger, voit une explication à cette réalité, que l'élite au pouvoir réside pour l'essentiel en ville et que les décisions économiques d'ampleur nationale tendent à s'exercer en priorité au bénéfice de celle-ci est un fait qui trouve rarement sa contradiction en Afrique. Les 3 hôpitaux nationaux sont concentrés dans les 2 plus grandes villes du pays. Les 2 plus grandes maternités du pays se trouvent à Niamey, la capitale qui abrite également l'unique centre antituberculeux national, le centre de lutte contre la lèpre et l'unique service de néphrologie de tout le pays. L'unique centre de dépistage anonyme et volontaire, CEDAV, se trouve aussi à Niamey. La concentration des infrastructures de soins dans la capitale a eu pour conséquence un taux de couverture sanitaire de seulement 32%. Ni les pouvoirs publics ni les ONG ne peuvent donc savoir exactement ce qui se passe, sur le plan de la santé, dans 68% du territoire national nigérien. Le déséquilibre entre la ville et la campagne s'observe également dans la gestion du personnel de santé. La capitale retient, à elle seule, 60% des 450 médecins nigériens. Environ 50% des sages-femmes et 30% des infirmiers nigériens travaillent dans les établissements publics de soins de Niamey. La disparité devient encore plus criante lorsqu'il s'agit des spécialistes. Tous les psychiatres du pays et tous les gynécologues exercent à Niamey et à Zinder. Parce que les affectations des fonctionnaires relèvent de son pouvoir discrétionnaire, le pouvoir politique choisit de concentrer le personnel de santé dans les grandes villes où vit l'élite intellectuelle, politique, économique et médiatique. Cette couche sociale contrôle les moyens d'expression et ne dénonce jamais l'injustice faite au milieu rural.
La politique de répartition des infrastructures et du personnel de santé explique sans doute les mauvais indicateurs nigériens en matière de santé publique. La mortalité infantile est estimée à 158 enfants sur 1000 naissances, une des plus élevées au monde. Seulement 15% des naissances ont lieu dans une structure sanitaire en milieu rural. Près de 25% d'enfants nigériens meurent avant l'âge de 5 ans. Le pays compte un médecin pour 36 500 habitants, une aide sociale pour 80 000 habitants, un infirmier pour 6 488 habitants et un chirurgien-dentiste pour 645 988 habitants. Ce tableau sanitaire peu reluisant influe sur la gestion de la pandémie du sida par les autorités sanitaires. 1.2.1 Le difficile chemin vers la médecine libérale. Le contrôle de l'État nigérien sur le système sanitaire s'est traduit par l'inexistence jusqu'en 1992 d'une médecine libérale. 2 dérogations avaient cependant été accordées aux promoteurs de la clinique Kaba et de la clinique Gamkale. La première structure doit surtout son existence au fait qu'elle appartient à une famille française installée de longue date au Niger. Sa clientèle était essentiellement constituée d'expatriés. La clinique Gamkale bénéficiait d'une dérogation en raison de son statut d'établissement sanitaire agréé par l'ambassade de France au Niger. Les certificats médicaux requis par le service culturel de l'ambassade de France pour l'obtention d'une bourse de la coopération française ou pour la poursuite des études en France devaient exclusivement être établis à la clinique Gamkale. Cette institution bénéficiait en outre d'une subvention de la France pour assurer la couverture sanitaire du personnel diplomatique et des coopérants français, pour des soins ne nécessitant pas un rapatriement. En échange des 2 dérogations, les 2 cliniques se tenaient loin de toute immixtion dans la politique sanitaire. Le système sanitaire nigérien était ainsi resté sans vraie médecine libérale jusqu'au changement démocratique de 1992. Sous la pression de la société civile et des nouveaux partis politiques, le pouvoir casse son monopole sur la santé. Les infirmiers à la retraite furent les premiers à se lancer dans l'aventure. Ils commencèrent presque modestement avec des salles de soins, qui étaient généralement une annexe de leur propre domicile. Après ces salles de soins, arrivèrent les cabinets médicaux qui étaient tenus par des médecins du secteur public. Des villas furent alors converties sans réaménagement en cabinets de consultation. Le personnel soignant était celui des institutions sanitaires publiques. Les médecins et les infirmiers profitaient de leurs heures de repos pour venir au cabinet. Les cliniques médicales privées n'ont été créées que beaucoup plus tard. Plusieurs médecins avaient mutualisé leurs moyens pour ouvrir certaines d'entre elles. En dépit de son développement rapide et important, la médecine libérale n'a pas pu asseoir une indépendance fonctionnelle. Faute de laboratoires propres, les analyses médicales étaient sous-traitées avec le service public. Les radiographies et les explorations fonctionnelles étaient également confiées aux institutions sanitaires publiques. Cette dépendance assujettissait la médecine libérale au pouvoir politique, et la rendait incapable de sortir des orientations de la politique nationale de santé. Le statut hybride des médecins libéraux qui continuaient à travailler pour le service public les rendait par ailleurs peu enclins à s'écarter des consignes données par les autorités sur la gestion de tout problème de santé publique. À toutes ces contraintes est venue s'ajouter la question de la gestion des conventions de soins entre les cliniques privées et les sociétés des secteurs publics et parapublics nigériens. Dans un pays où près 80% de la population vit avec moins d'$1 par jour, les cabinets médicaux misent particulièrement sur les conventions avec les principales sociétés pour pouvoir exister. Or, les sociétés qui présentent une assise financière leur permettant de passer ces conventions sont aux mains de l'État qui nomme leurs directeurs généraux par décret pris en Conseil des ministres. La qualité des prestations assurées par la clinique privée n'est donc pas le seul élément qui détermine la signature ou non d'une convention de soins. La position du cabinet par rapport à la politique gouvernementale intervient forcément. La médecine libérale nigérienne présente par ailleurs la faiblesse d'avoir, comme le secteur sanitaire public, concentré ses institutions dans les 3 principales agglomérations du pays. Elle est restée géographiquement très proche des centres du pouvoir qui peuvent ainsi la contrôler étroitement et efficacement. Au total,
cette médecine libérale ne s'est pas affranchie de la tutelle du pouvoir politique au point d'avoir des prises de position dérangeantes sur des questions de santé publique sensibles comme le sida au Niger. Chapitre 2. La situation épidémiologique. L'histoire officielle du sida au Niger commence en 1987 avec le dépistage du premier cas à Arlit, une ville située à plus de 1000 km de Niamey, la capitale. Pourquoi Arlit qui est, ou mieux, la 10e ville nigérienne ? 2 raisons peuvent être avancées pour répondre à cette légitime interrogation. En 1987, Arlit disposait de la plus moderne institution sanitaire du Niger, acquise grâce au financement de la COMINAK, une filiale du groupe nucléaire français Areva qui contrôle 2 mines d'uranium au Niger. L'hôpital d'Arlit disposait également d'un personnel médical contractuel directement venu de France. Les médecins et infirmiers qui y travaillaient avaient donc un capital de connaissances sur le sida qui n'était disponible dans aucun autre établissement sanitaire. Ces 2 facteurs mis ensemble leur ont permis d'identifier sans beaucoup de difficulté le premier cas de sida au Niger. La maladie s'est très vite répandue dans le reste du pays. Entre 1987 et 1991, 500 cas ont été enregistrés par les formations sanitaires. Ce nombre passe à 2350 en 1995 puis à 3219 en 1997 avant d'atteindre 4584 cas en 1999. La situation épidémiologique indiquait en 2000 plus de 5595 cas de sida constatés par les formations sanitaires. L'examen du nombre de nouveaux cas enregistrés chaque année permet d'appréhender d'encore plus près la progression de la pandémie au Niger. Ainsi 453 nouveaux cas ont été notifiés en 1993, 621 en 1995, 652 en 1996 puis 940 en 1990. Le nombre de nouveaux cas de sida a atteint 1014 en 2000. Figure 1. Situation épidémiologique des cas de sida au Niger de 1987 à 2000. Source: PNLSIST Niger 2000. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.